À travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir une explication logique. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Dans cet épisode, alerte aux envahisseurs de visages. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Il se tortille à l'intérieur de sa cavité nasale. Ça me rend malade de voir ça. Un ovni accouche au-dessus d'un aéroport très fréquenté. S'agit-il d'un oiseau, d'un avion ou d'un ovni? Et en Grande-Bretagne, voilà de quoi vous couper l'envie d'aller à la plage. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'aurais pas voulu tomber nez à nez avec ce truc-là de son vivant. Des phénomènes étranges, Oh mon Dieu! des mystères ont été filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Maintenant, Dien Bien Phu, dans le nord du Vietnam. Le 5 juillet 2018. Un villageois se présente à la clinique pour des douleurs nasales terribles. Le médecin procède à un examen de son nez. Il est au fond, il se cache dans cette crevasse. On a pu s'introduire dans le nez de ce monsieur grâce à un endoscope. C'est une minuscule caméra espion. On se croirait propulsé sur une autre planète. Ce que le médecin découvre est terrifiant. C'est pas vrai. On a atteint un nouveau palier dans l'horreur. Il y a quelque chose de vivant à l'intérieur de son nez. Il se tortille à l'intérieur de sa cavité nasale. Ça me rend malade de voir ça. C'est pas vrai. Il ne vient pas de sortir ça du nez de cet homme. Et il y retourne. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Par pitié. Une deuxième créature monstrueuse est retirée de ses fosses nasales. Impossible de détourner le regard. C'est tellement dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. J'ai de la peine pour cet homme. Son regard quand il voit le truc sortir de son nez, il a l'air dégoûté. Ces envahisseurs ne ressemblent à rien de ce que le médecin a jamais vu. Je ne veux même pas en parler. C'est trop dégoûtant. Je suis hors de ma zone de confort là. De quoi s'agit-il et comment sont-ils arrivés là? L'homme est un fermier habitant la jungle où les GI américains ont combattu les Viet Cong durant la guerre du Vietnam, entre 1961 et 1975. Les gens qui ont combattu là-bas pensaient que les Viet Cong et l'armée populaire vietnamienne étaient les grands ennemis. Mais Mère Nature était aussi un adversaire redoutable. Après la fin des combats, certains soldats sont rentrés chez eux avec bien plus que de simples médailles. Des études récentes ont montré que certains vétérans étaient infectés par des douves du foie ingérées en mangeant du poisson cru ou insuffisamment cuit. Dans le pire des scénarios, les parasites dévorent le foie de leurs victimes, provoquant des dommages irréparables au niveau des voies biliaires et potentiellement des cancers. Si de tels animaux rôdent dans la jungle, qui nous dit que ce n'est pas ce qui a pénétré dans le corps de cet homme? Après avoir visionné les images, le biologiste Roland Keyes pense qu'il est peu probable que ces terribles envahisseurs soient des douves du foie. C'est inhabituel d'en voir dans la cavité nasale. La biologiste Karine Bondard a remarqué que ces créatures regorgeaient de sang, pompé à même le nez du malheureux villageois.
Pourrait-il s'agir de sangsues qui ont rampé jusque dans le nez de cet homme? Les sangsues sont une sorte d'insectes vampires. Il en existe de toutes les tailles. On trouve plus de 650 espèces différentes de sangsues dans les eaux du monde entier. Certaines possèdent 10 estomacs, 32 cerveaux, 9 paires de testicules ou bien plusieurs centaines de dents. Ces prédateurs aquatiques sont attirés par les mouvements dans l'eau. Ils sont capables de détecter le dioxyde de carbone, signalant la présence d'une créature vivante à proximité. Ils s'y accrochent afin de sucer son sang. Les sangsues sécrètent un anesthésiant, de sorte que leurs victimes ne sentent pas qu'elles se font mordre, ainsi qu'un anticoagulant. Ça permet au sang dont se régalent les sangsues de ne pas coaguler et de ne pas durcir. Il continue de couler. En 2008, en Turquie, un homme de 65 ans a connu le même sort après avoir été mordu par une centaine de sangsues. Elles lui ont prélevé tellement de sang qu'il a fallu lui faire une transfusion sanguine pour le sauver. Techniquement, une horde de sangsues peut très bien tuer quelqu'un. En les enlevant, vous risquez d'arracher la chair. Pensez-y au moment de passer à table. Mais les sangsues se fixent généralement sur les parties extérieures du corps. C'est très rare de les retrouver dans la cavité nasale. Les médecins ont découvert que l'homme de la vidéo vivait dans un village reculé où l'eau potable est puisée directement dans la rivière. Peut-être qu'il a accidentellement ingéré ces sangsues en buvant de l'eau et qu'elles ont ensuite migré dans son nez en suivant le canal nasal. Ces sangsues appartiennent probablement à l'espèce Dinobdella ferox, qui élit domicile dans le nez de ses victimes. Le docteur Yi Te-lai de l'Université nationale de Taïwan les a délibérément laissés pénétrer à l'intérieur de son nez afin d'étudier ce qui se passe. Il a même filmé l'expérience. Le danger est réel parce qu'elle pourrait bloquer ses voies respiratoires. Le docteur Lai a découvert qu'une des sangsues était restée dans son nez pendant 75 jours et qu'elle avait augmenté de 10 fois son poids initial en puisant dans les veines de sa cavité nasale. Vous imaginez un truc aussi gros qui reste aussi longtemps à l'intérieur de votre visage? Finalement, il a réussi à extraire la sangsue en tenant un bol d'eau sous son nez. Le docteur Lai a mené son expérience dans un laboratoire qui surveillait régulièrement son état de santé. L'homme de la vidéo, en revanche, aurait pu connaître une fin tragique à cause de la Dinobdella ferox si les médecins n'étaient pas intervenus. Il a de la chance qu'on ait réussi à les attraper. On aurait pu les louper et alors elles se seraient enfoncées dans son cerveau. L'homme à qui on a retiré 2 sangsues du nez s'est parfaitement rétabli. La prochaine fois qu'il voudra boire l'eau d'une rivière, il faudra la faire bouillir, la filtrer ou la traiter avec des comprimés d'iode afin de tuer les parasites. Les sangsues sont présentes sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Alors, qui sait où elles se cachent? Je ne serai plus jamais tranquille maintenant que je sais qu'il existe quelque part sur cette planète une créature capable de se glisser dans mon nez. Ces bestioles pourraient vider un homme de son sang. Quelque chose de dramatique va se produire. Vraiment dramatique. Oh, tu parles, raconte ça donc. Descendez-moi ce gars-là! Votre cinéma, dès le 27 juin, 22h, à Canal D. Maintenant, dans la ville de Washington, dans le nord de la Californie. Novembre 2016. Un explorateur souterrain mène l'enquête dans une mine abandonnée, vieille de plus de 100 ans. Voici l'entrée de la mine. Allons-y. L'étroit tunnel, creusé à la main dans la roche, est à peine assez grand pour qu'une personne puisse y tenir debout. Il s'enfonce profondément dans le flanc de la montagne. Je n'arrête pas de me cogner la tête. Oh, une chauve-souris.
L'exploration d'anciennes mines d'or est un passe-temps très dangereux. Ne vous y aventurez pas sans avoir les compétences nécessaires. Le tunnel continue tout droit. Cette mine tombe en ruine. On est à 2 doigts de la catastrophe. Ce type cherche à être enterré vivant? Soudain, à 30 mètres de l'entrée... Vous entendez ça? On dirait... Je ne sais pas si ça s'entend à l'écran. Vous entendez ça? C'est un bruit étrange. Mince, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous êtes dans une mine abandonnée et vous entendez un murmure démoniaque. Qu'est-ce que vous faites? Normalement, l'intérêt d'une mine abandonnée, c'est qu'il n'y a personne. Moi, je partirais. Je filerais en vitesse. Je ne sais pas ce que c'est. C'est dingue. Cours! Ne te pose pas de questions et cours! Mince. Craignant pour sa sécurité, l'explorateur souterrain tente de fuir. Mince. Dans une mine d'or abandonnée de Washington, en Californie, un explorateur a pris ses jambes à son cou après avoir entendu ce bruit. Ces murmures sont en réalité assez forts. L'anthropologue Deborah Hyde a découvert que la région était parsemée de 2800 mines à l'abandon et possédait un héritage macabre. L'exploitation minière est une activité très dangereuse. Pour une personne qui est ressortie de cette mine avec une poignée d'or, il y en a des tas qui ont été tués ou blessés. Plus de 300 000 mineurs émigrent en Californie durant la ruée vers l'or des années 1840 et 1850. 1 sur 5 décède dans les 6 mois suivant son arrivée. Le 27 août 1922, un feu se déclare dans des mines de la société Argonaut, l'un des plus grands producteurs d'or de Californie. À 900 mètres sous terre, 47 mineurs sont prisonniers des flammes. Le feu s'est propagé et il a atteint les puits de mine. Quand il n'y a aucune issue possible, la seule chose qu'on puisse espérer, c'est une mort rapide. De nombreuses mines de la région ont connu leur lot de tragédies. Certaines seraient même hantées. Si vous étiez superstitieux, vous pourriez penser qu'il s'agit de mineurs ensevelis. Ce qu'on entend, ce sont leurs âmes essayant de communiquer avec nous. L'ancienne agente du FBI, Rhonda Glover, analyse l'enregistrement. Elle exclut la possibilité de cris d'oiseaux ou de chauves-souris. Elle craint que les murmures fantomatiques ne soient le fait d'une personne en danger. L'Interstate 80 est une autoroute qui traverse les États-Unis depuis la Californie jusqu'au New Jersey. Elle comporte un tronçon mystérieux dans lequel les gens disparaissent. Cet axe transcontinental de 4700 km de long traverse 11 États américains. Au niveau de la zone minière abandonnée du Nevada et du nord de la Californie, la route est surnommée la Grande Solitaire. Il arrive que des corps soient retrouvés le long des autoroutes américaines. Mais ici, les victimes disparaissent sans laisser de traces. Est-ce que des tueurs en série ou des routiers sadiques se sont servis de l'Interstate 80 pour déposer des corps dans ces mines abandonnées? En 2018, le meurtrier Gerard William Baum a tué 2 adolescents dans l'Utah. Leurs corps ont ensuite été retrouvés dans une mine abandonnée au sud de l'Interstate 80. Rhonda Glover se demande si le bruit entendu dans le puits ne pourrait pas provenir d'une victime d'un autre tueur de l'autoroute. Ces bruits inquiétants pourraient provenir d'une personne mourante. Elle aurait pu être kidnappée, frappée et laissée pour morte dans cette mine. Mais le journaliste scientifique John Farrow n'est pas convaincu. Ces murmures sont en réalité assez forts et pleins de vitalité. On ne dirait pas le dernier souffle d'un mourant.
L'analyste vidéo Ben Radford pense que ces bruits d'apparence humaine pourraient être dus au frottement des rochers contre les poutres en bois pourries que les pas de l'explorateur ont fait entrer en vibration. Dans un environnement où il y a des surfaces dures, il y a de l'écho. Les surfaces sur lesquelles le son est réfléchi sont rocailleuses et inégales. Du coup, les ondes sonores rebondissent et sont déformées. L'étrange acoustique de la mine aurait pu transformer les gémissements des poutres pourries en sons ressemblant à des voix humaines. Chaque pas augmente le risque de mourir enseveli sous des centaines de milliers de tonnes de pierres. C'est vraiment très dangereux, très dangereux. Ces voix inexpliquées et le risque d'effondrement sont deux raisons suffisantes pour ne pas s'aventurer dans les anciennes mines d'or abandonnées. On ne sait pas ce qu'était ce bruit, et ça reste un mystère. Mais je peux vous garantir que je n'ai pas l'intention d'aller y enquêter. Partout sur la planète, découvrez des îles étonnantes, au passé trouble et méconnues. Îles mystérieuses, lundi 22h, à Canal D. Maintenant, Ainsdale, dans le nord de l'Angleterre. Le 29 juillet 2020. Une femme se promène au bord de la mer d'Irlande quand elle tombe sur une horrible carcasse. Il y a des eaux qui dépassent. C'est énorme. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai failli vomir. J'ai eu peur parce que je n'étais pas sûre que c'était mort. Je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Il y avait 3 grands os qui dépassaient au sommet. J'ai vu des morceaux de peau et ce qui ressemblait à des sabots. Tout ça n'avait aucun sens. Cette chose est énorme et ressemble à un hybride de plusieurs créatures. J'ai fait le tour et j'ai cru voir des poils noirs, bleus et gris. On aurait dit qu'il y avait 3 ou 4 animaux différents. Ça ressemblait à un mammouth laineux, mais ça aurait très bien pu être un extraterrestre. C'est effrayant de se dire qu'un truc pareil nage dans les eaux où je me baigne. J'ai vécu ici toute ma vie. Je viens tout le temps à la plage. J'ai travaillé ici 3 saisons. C'est le truc le plus étrange que j'ai jamais vu. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est. Il reste tellement de choses inexpliquées dans ce monde. Une femme se promenant sur une plage britannique a découvert une mystérieuse carcasse de monstre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, c'est dégoûtant. Non mais... c'est énorme. La carcasse sur la plage semble être composée d'une collection improbable de membres. Ça fait la taille d'une voiture, mais c'est en chair et en os. Qui ne serait pas effrayé en voyant ça? Oh, je ne veux même pas regarder. Cette sorte de Frankenstein est composée d'un squelette, de peau gélatineuse et de graisse. Impossible de savoir ce que c'est. On n'arrive même pas à voir où commencent et où s'arrêtent les membres. C'est vraiment bizarre. Je vois des cornes, des os et des côtes. On devine aussi des pattes. La créature semble posséder les caractéristiques d'un animal terrestre. À leur extrémité, les os se fendent en deux comme des sabots. J'ai déjà vu des créatures marines qui donnaient la chair de poule, mais aucune n'avait de sabots. La plage est bordée de fermes et de pâturages. Mais il ne s'agit pas d'une vache ou d'un taureau. La bête mesure 4,50 m de long, soit 2 fois la longueur d'une génisse normale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de crabe ou de mouette sur sa carcasse? Est-ce que les animaux savent quelque chose que nous ignorons? Une chose est sûre, je n'aurais pas voulu tomber nez à nez avec ce truc-là de son vivant. Pour l'anthropologue Deborah Hyde, l'étrange mélange de caractéristiques terrestres et marines du cadavre fait penser à une créature surnaturelle qui entrait les mers, les cours d'eau des îles britanniques occidentales.
Cela rappelle la légende des Kelpies, ces chevaux venus de la mer. Il s'agit de créatures métamorphes qui peuvent se transformer en cheval. Sous leur apparence humaine, ils ressemblent à de beaux jeunes hommes. Sous leur apparence chevaline, ils attendent généralement au bord de l'eau, incitant les gens à monter sur leur dos. Mais une fois sur le dos d'un Kelpie, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes collé. Le cheval se précipite alors dans l'eau pour vous noyer. C'est si confus qu'on se demande si le cheval marin n'était pas en train de changer de forme quand il a trouvé la mort. Le biologiste marin Eric Hovland étudie le corps en détail. Il découvre avec horreur que la créature pourrait être le résultat d'une mutation grotesque. J'aperçois ce qui pourrait être une deuxième tête. Est-ce qu'on s'est trompé? Si nous avons vraiment affaire à une créature à deux têtes, alors il doit s'agir d'une mutation unique, encore jamais vue auparavant. L'historien Tony McMahon a découvert que la centrale nucléaire de Windscale, située 150 km plus au nord, avait été victime d'une fuite de matière radioactive. Windscale produisait du plutonium pour l'industrie de la défense britannique. Il y a une soixantaine d'années, elle a été le théâtre d'un énorme incendie. Ce type d'incendie ne s'éteint pas avec de l'eau ou du dioxyde de carbone. Un ouvrier a la présence d'esprit de couper l'alimentation en air, sauvant la Grande-Bretagne d'une explosion encore plus apocalyptique. Mais le mal est déjà fait. Suite à cet incendie, de grandes quantités de déchets radioactifs se sont déversés dans la mer d'Irlande avec des conséquences désastreuses. C'est l'une des zones maritimes les plus radioactives au monde, une sorte de petite Tchernobyl britannique. Le premier ministre de l'époque, Harold Macmillan, minimise les faits et classe l'affaire. Mais le lait des vaches provenant des fermes situées à 800 km à la ronde est contaminé par de l'iode 131, une substance radioactive mortelle. Sur ordre du gouvernement, 1 million de litres de lait seront déversés en mer. Mais cela n'empêchera pas la poussière d'iode 131 de se répandre à travers tout le Royaume-Uni. L'iode 131 est l'élément radioactif à l'origine du cancer de la thyroïde. Suite à cet incident, des centaines de personnes, voire plus, ont développé un cancer. On sait que la radioactivité peut provoquer des mutations de l'ADN. Alors la question est de savoir si cet horrible mutant est le résultat de cette catastrophe. La mer d'Irlande est un véritable chaudron toxique de radiation. Qui sait quelle créature mutante elle abrite? Si c'est le cas, ce tas de chair en putréfaction pourrait bien être radioactif. La personne qui filme ferait mieux de s'éloigner au plus vite. Sur la côte britannique ravagée par un désastre radioactif, le corps d'une étrange créature échappe à toute identification. C'est le truc le plus étrange que j'ai jamais vu. Le biologiste Eric Hovland pense qu'il pourrait s'agir d'un mammifère difforme. Si on regarde attentivement, on voit ce qui ressemble à un crâne. Ce qu'on a pris pour des défenses pourrait être les os de la mâchoire d'un cétacé. Et par cétacé, je veux dire une baleine. Mais les étranges caractéristiques de cette effrayante carcasse racontent une histoire tragique. Il reste des éléments inexpliqués. Imaginons qu'on puisse réassembler les morceaux et les replacer dans leur contexte. On obtient alors une baleine. Mais il y a des membres en trop. Il pourrait s'agir d'un deuxième organisme, plus petit, attaché à notre baleine par un cordon ombilical. Il s'agit probablement d'une baleine décédée pendant l'accouchement. La mère et le fœtus sont morts et se sont échoués sur le rivage. Il est possible que les radiations nucléaires présentes dans l'eau aient affecté cette baleine. Cela expliquerait le mort-né et la fausse couche. La biologiste Jade Lovell craint que les risques persistent pour la population humaine qui habite près de ce Tchernobyl-sur-Mer. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une forte activité de pêche dans la région. Qu'est-ce qui attend les humains qui consomment ces poissons? L'amiral veut que vous meniez l'enquête. Tout le monde a quelque chose à cacher. Je ne fais que suivre des pistes. Maintenant,
l'aéroport de Mexico. Le 22 mai 2009. Un homme filmant des avions vient de repérer quelque chose d'étrange. L'avion de ligne semble être en approche pour atterrir, comme si de rien n'était. C'est alors que cet objet surgit de nulle part. Il n'a pas la forme d'un avion ni d'un hélicoptère. Le témoin oculaire, Alfredo Carrillo, le voit alors faire quelque chose de très étrange. Soudain, on a vu plusieurs petits objets émaner de l'objet central. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il se divise ou se multiplie. Un objet non identifié dans le ciel, c'est déjà étrange. Mais quand il se met à déployer des dizaines d'objets plus petits, ça devient encore plus bizarre. On dirait qu'il accouche en plein ciel. C'est très étrange. Il est tout proche. C'est une violation de l'espace aérien. On pourrait penser qu'il s'agit d'un tour de passe-passe ou d'une retouche numérique. Mais une deuxième vidéo des mêmes objets a été tournée par Pedro Hernandez peu de temps après la première, montrant les objets sous un angle différent. Les objets plus petits semblent se déplacer autour du plus grand. La deuxième vidéo présente des similitudes avec la première. Par exemple, on voit un objet flanqué de chaque côté par des objets plus petits. Ce qu'on voit n'est clairement pas un cerf-volant. Ça ne possède pas la structure d'un cerf-volant. La ficelle est horizontale et non verticale. Les objets sont alignés. Mais ça ne ressemble pas à un ballon ou à quelque chose de ce genre. J'ignore ce que c'est. S'agit-il d'un oiseau, d'un avion ou d'un ovni? Des spécialistes des ovnis ont dit qu'il pouvait s'agir d'un vaisseau-mère relâchant des drones de surveillance. Une fois qu'ils ont scanné les environs, ils reviennent faire leur rapport au vaisseau-mère. Plusieurs vidéos semblent documenter des phénomènes très similaires. En 1956, l'équipage d'un avion de transport de la marine survolant l'Atlantique a signalé un groupe de lumières en route vers Terre-Neuve. L'équipage a été étonné de voir que les lumières encerclaient une sorte de soucoupe de 120 mètres de diamètre. Mais le plus étonnant, c'est qu'à l'atterrissage, ils ont été accueillis par des représentants du gouvernement en costume venus les débriefer. S'il s'agit vraiment de soucoupes volantes géantes, comment elles ont pu passer aussi facilement à travers nos radars et nos systèmes de détection? Certains ont suggéré qu'elles apparaissaient sans prévenir, qu'elles se téléportaient d'un autre endroit ou même d'une autre dimension. Mais l'historien Martin Morgan pense que cet objet ne provient pas de la guerre des mondes, mais plutôt de la guerre contre la drogue. Les cartels sont de mieux en mieux équipés. Ils se déplacent à bord de voitures blindées. Ils ont des mitrailleuses, des missiles anti-chars, et ils commencent à utiliser des drones. Ils s'en servent pour faire passer la drogue de l'autre côté de la frontière, jusqu'aux États-Unis. Les drones peuvent transporter 45 kilos de drogue en un seul voyage. Un cartel en particulier, le CJNG, est en plein essor. Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, plus connu sous le nom de CJNG, a fait passer la guerre de la drogue, déjà très violente au Mexique, à un niveau supérieur. El Mencho est à la tête du CJNG. Il est surnommé le Seigneur des coqs, en raison de son goût prononcé pour les combats de coqs à 100 000 $. El Mencho est le criminel le plus recherché du Mexique. En septembre 2020, son cartel avait pris le contrôle du trafic de drogue dans 35 États américains et dans la majeure partie du Mexique. Depuis 2017, le CJNG se distingue par son utilisation de drones dans le cadre de ses activités. Le CJNG fournirait près du tiers de la drogue qui part du Mexique vers les États-Unis. Les drones sont des mules parfaites. Ils sont bon marché, facilement remplaçables et ils ne parleront jamais. Plusieurs drones déployés à partir d'un vaisseau-mère sont plus difficiles à attraper qu'un seul gros drone, transportant une importante cargaison de drogue. En 2011, puis à nouveau en 2017, des vidéos ont montré un vaisseau-mère déployant plusieurs appareils plus petits. À chaque fois, ça s'est passé au-dessus de la ville de Tijuana, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les vidéos d'Alfredo et de Pedro ont été filmées à Mexico, à plus de 2000 km au sud de Tijuana.
une des lignes de front de la guerre contre la drogue. Mais El Mencho a récemment implanté ses activités dans la capitale mexicaine. On sait déjà qu'il utilise des drones armés pour éliminer ses ennemis. El Mencho pourrait être en train de préparer un coup. L'utilisation de drones à des fins néfastes n'a rien de nouveau. En 2018, le président du Venezuela a échappé à une tentative d'assassinat par drone. Cet événement aurait pu inspirer le CJNG, qui a par la suite été pris la main dans le sac. En 2020, la police mexicaine a saisi plusieurs drones équipés d'explosifs et de roulements à billes. Ils avaient été transformés en mines antipersonnelles volantes. Le pire, c'est que ces drones ont été retrouvés dans des cartons imbibés de sang. La personne qui a fabriqué ces drones a été leur première victime. Les cartels apprennent vite, mais ils utilisent toujours des explosifs rudimentaires et des technologies en vente libre. Ce que l'on voit ici est bien plus avancé. Plusieurs témoins ont filmé un étrange vaisseau-mère libérant de plus petits appareils près de l'aéroport de Mexico. Pour la journaliste Amy Shira-Teitel, seule une superpuissance peut disposer d'une telle technologie. Les armées chinoises, russes ou américaines sont connues pour utiliser des essaims de drones. Les essaims de drones dotés d'une intelligence artificielle sont l'avenir de la guerre moderne. Comme dans le film Terminator, ces machines à tuer volantes partagent des informations sur le champ de bataille en temps réel avec l'ensemble de l'essaim et réagissent instantanément comme une seule unité. Le département de la défense des États-Unis a réalisé le plus grand exercice en technologie d'essaim de drones au monde. Imaginez un essaim d'une centaine de drones tueurs dans le ciel qui fondent sur vous comme des kamikazes. Pendant des années, le gouvernement mexicain a combattu les cartels avec l'aide du gouvernement américain. Serait-il en train de déployer des essaims de drones? Mais même les drones américains de pointe respectent les lois de l'aérodynamique pour voler. Il n'y a ni aile, ni pot d'échappement, ni quoi que ce soit qui pourrait évoquer un avion. Rien ne permet d'expliquer comment un tel engin peut voler dans les airs. Le gouvernement mexicain et le gouvernement américain ont déclaré ne pas avoir connaissance de cet étrange vaisseau-mère. En attendant de nouvelles preuves, son identité reste pour l'instant inconnue. On ignore toujours ce que c'était, mais il faudrait bien plus qu'un simple mur pour stopper ces envahisseurs. J'aime tenter des expériences avec les couleurs. Pour le meilleur travail de peinture, il faut aller voir Shorty. J'espère qu'il sera emballé comme je le suis. Magnifique. Les Hot Rods de Shorty, samedi 20h, à Canal T. Maintenant, nous voici dans l'ancienne cité de Raipur, dans le centre de l'Inde. Août 2018. Une vidéo montrant un homme avec un mystérieux objet fait le buzz. On dirait un vulgaire morceau de bois torsadé. Mais quand il le plonge dans l'eau... Quand il le met à l'eau, le bâton se met à tourner comme une vis. C'est logique. Il doit être propulsé par le courant. Quand l'homme le lâche, le bâton se met à remonter la rivière. Il ne la descend pas, il la remonte. Comment peut-il se déplacer à contre-courant? L'objet en forme de tire-bouchon semble se déplacer délibérément en spirale. Il semble animé d'une volonté propre. Il remonte la rivière à contre-courant. Tel un accessoire tout droit sorti d'un film d'Harry Potter, la baguette fait quelque chose de plus étrange encore. Dis donc. Dans une autre partie de la vidéo, on la voit remonter le bec verseur. Comment est-ce possible? Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Ça défie les lois de la physique. Depuis des millénaires, les prêtres, les magiciens et les sorcières utilisent des bâtons de bois pour jeter des sorts. En Occident, les sorcières ont une préférence pour le bois de frêne ou de noisetier. En Inde, une plante est considérée comme particulièrement puissante. Dans la foi hindoue, il existe une légende sur cette plante mythique appelée Sanjivani. En français, ça veut dire « celle qui donne la vie ». Dans les textes anciens, des histoires et des mythes racontent que cette plante était utilisée pour ramener des soldats morts à la vie.
Ces histoires sont tirées du Ramayana, l'un des textes les plus sacrés de l'hindouisme, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. La croyance voudrait que cette plante mythique soit si forte qu'un État du nord de l'Inde a envoyé des botanistes la chercher dans l'Himalaya. Le problème, c'est qu'il n'existe aucune plante de ce nom. Aucun scientifique n'a jamais pu retrouver la plante et tester son efficacité. Des tas de gens sont persuadés que la plante Sanjivani existe vraiment. La biologiste Kiki Sanford a découvert qu'on prêtait une autre propriété extraordinaire à cette plante légendaire, qui laisserait penser que les habitants de Raipur ont fini par mettre la main dessus. En plus de ses propriétés curatives, les habitants de la région pensent que cette étrange herbe se déplace toujours à contre-courant. C'est ainsi qu'ils l'identifient. En voyant la vidéo et en voyant comment elle se déplace dans l'eau, je me dis qu'ils l'ont peut-être retrouvée. Cette vidéo est peut-être la preuve des propriétés miraculeuses de la Sanjivani. À Raipur, dans le centre de l'Inde, une vidéo circule montrant une mystérieuse baguette magique qui semble plier la nature à sa guise. Il la plonge dans l'eau et elle se met à tourner. C'est assez logique compte tenu de sa forme. Mais ensuite, elle accélère et se met à remonter le courant au lieu de descendre. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ça défie les lois de la physique qui régissent tout objet inanimé. L'ingénieur Nick Householder pense que la vidéo montre une plante inconnue. Il souhaite savoir si la forme en spirale de cette étrange baguette pourrait expliquer ses pouvoirs en apparence magiques. Il semblerait que la nature ait développé une structure capable de convertir un courant d'eau en un moyen de propulsion vers l'avant, lui permettant de remonter le courant. La forme me fait penser à la vis d'Archimède, un dispositif conçu pour déplacer de l'eau. La vis d'Archimède est apparue pour la première fois il y a plus de 2000 ans sur les bords du Nil, en Égypte ancienne. Cette incroyable prouesse technologique permet de faire remonter l'eau à l'aide d'un simple mouvement de rotation. Je vais utiliser une imprimante 3D pour reproduire cet objet. Il est possible que ce soit sa forme qui lui permette d'avancer à contre-courant. Nick Householder remplit une grande bassine d'eau et fixe une pompe afin de simuler le courant qu'on voit dans la vidéo. Voyons si ça marche. Je ne vois rien de magique pour l'instant. Je ne sais pas si elle a besoin d'un coup de main pour démarrer. Oh! Elle tourne un peu. Ce n'est encore que le début. Ça ne suffit pas pour la propulser. Nick Householder parvient bien à faire tourner la baguette magique en 3D, mais pas à lui faire remonter le courant provenant de la pompe. Cette expérience montre que la forme en spirale ne lui permet pas de remonter le courant. C'est impossible. Ça irait à l'encontre des lois de la thermodynamique et de la physique telles que nous les connaissons. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la vidéo. Il pense donc que la vidéo de la prétendue baguette magique est une supercherie. Je pense que ce qu'on voit est faux. Il y a sûrement quelqu'un hors caméra qui tire une ficelle ou une ligne de pêche qui fait que la racine remonte le courant au lieu de le descendre. La biologiste Kiki Sanford a découvert d'autres vidéos de racines en spirale censées être la fameuse plante curative Sanjivani. Les personnes habitant dans les régions sans accès à la médecine moderne sont souvent pauvres et sans éducation. Elles sont plus susceptibles de croire à ces faux remèdes parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Les traitements fantaisistes et les faux praticiens ayurvédiques constituent un problème croissant en Inde, où la médecine moderne et les soins de santé sont parfois inaccessibles financièrement. Quand les médecins nous disent qu'il n'y a plus d'espoir, on refuse de baisser les bras tant qu'on n'a pas tout tenté, même si ça signifie courir après une racine ou une plante mythique. Chaque année, en juin, des milliers d'asthmatiques se rendent dans la ville d'Hyderabad pour avaler de petits poissons vivants.
Cette étrange pratique est censée les aider à mieux respirer. C'est administré par des non-professionnels qui prétendent qu'il s'agit d'un cadeau des dieux. La scène est irréelle. Des gens vomissent dans la rue. Des enfants crient. C'est une vraie pagaille. Même si cette vidéo se voulait un simple canular, elle pourrait être utilisée par des personnes mal intentionnées dans le but d'escroquer des personnes crédules ou désespérées. Si j'étais un charlatan et que je vous disais que la racine de Sanjivani peut nager à contre-courant sans qu'on la touche, vous penseriez avoir affaire à une plante mythique, magique et puissante. Qui sait ce qu'elle pourrait soigner d'autres? En voyant cette vidéo, vous pourriez avoir envie d'en acheter.